cela, rien de mieux que de procéder des étapes par étapes. Donc, dans tout travail scientifique, il faut respecter les étapes. Alors, nous avons des informations. Donc, il faut chercher des informations. Tu ne peux pas parler de quelque chose sans connaître les informations. Donc, il faut chercher les informations. Il faut analyser les ressources et sélectionner. Donc, les informations que tu as trouvées, il faut savoir analyser et la rédaction. Donc, les informations que vous avez analysées et ces informations doivent être organisées et pour bien faire la rédaction. Les étapes, voilà, donc toujours, il faut définir définition un sujet. À définir, le sujet doit faire l'objet d'une réflexion. Donc, voilà que tu définis le sujet ou tu ne définis pas normalement le sujet dans de nombreux domaines. Donc, voilà, si vous avez un domaine à étudier, il peut y avoir beaucoup de sujets dans un domaine. Donc, ce qui peut rendre le choix parfait, difficile. Voilà souvent à vous maintenant de faire un choix. Et s'il y a beaucoup de sujets, donc le choix est un peu difficile. Entamer des recherches. Donc, ça c'est maintenant le début de recherche. Une fois le sujet choisi, il faut parcourir de nombreux contenus afin de mieux le cerner et de préparer. Ça, c'est obligatoire. Quelqu'un qui a choisi le sujet, un bon sujet, ou un meilleur sujet selon toi, maintenant, tu es obligé maintenant d'essayer, bien cerner et de préparer. Être assez long et ardu, c'est une étape qui est longue, mais tout dépend de la langue. Donc, elle est pourtant essentielle. C'est par exemple le cas de Zéotero Mandelaï. Ça, c'est en couleur qui me pose un peu de problème. C'est ça, Mandelaï. Voilà, donc, c'est un outil qui nous permet, n'est-ce pas, de bien cerner les revues littéraires. La bibliographie, je vais dire. Zéotero, ça nous permet, n'est-ce pas, de bien cerner la bibliographie. Ou encore, n'est-ce pas, c'est Pépera. Donc, ce sont des logiciels qui permettent d'organiser, n'est-ce pas, les contenus, ouvrages, articles. Donc, dans une bibliographie virtuelle. Voilà, comme je viens de le dire, ce sont des logiciels, Zéotero et Pépera. Ce sont des logiciels qui nous permettent, n'est-ce pas, de bien cerner la bibliographie. Il est possible de garder une trace de chaque lecture. Voilà, donc à chaque lecture, il faut qu'il y ait une trace. Donc, à travers les Zéotero et le paper qui nous permettent de faire. Une sélection des sources principales, des ressources ou des ressources principales. Voilà donc, normalement, on doit établir, n'est-ce pas, une sélection des sources principales. Dans la bibliographie, normalement, on doit connaître les sources principales de vos travaux scientifiques. Et là, il faut relever ensuite quelques articles et ouvrages scientifiques parcourus sur le sujet. Alors, pour une revue de littérature, il est possible de choisir 10 et 30 ou même plus en fonction du sujet. Donc, maintenant, les articles et les ouvrages que vous allez parcourir sur le sujet, il faut, n'est-ce pas, donner la possibilité d'en choisir au moins une trentaine, une dizaine ou une trentaine. Encore, il y a prendre des notes, la prise de notes. Alors, lire attentivement chaque élément sélectionné pour la revue de littérature et annoter-les.
Voilà, donc, soit il faut surligner, soit il faut mettre un peu, n'est-ce pas, il faut souligner ou surligner, enfin, n'est-ce pas, de les garder. Cette étape doit être menée de manière organisée. Donc, regrouper les notes dans un même fichier. Si tu prends tes notes, il faut les regrouper dans un même fichier et noter chaque idée intéressante pour ne pas oublier. Donc là, c'est pourquoi j'ai parlé un peu de surligner. Il s'agit de mettre un fond en couleur, n'est-ce pas, derrière les lectures, pour que vous puissiez ressortir ça après. Après, maintenant, tirer les sources. Les sources analysées doivent maintenant être triées. Voilà, donc, on fait l'analyse. Après, il s'agit de prendre des éléments nécessaires, des éléments utiles, n'est-ce pas, pour vous-même. Et après, maintenant, il faut analyser, n'est-ce pas, et trier. Après analyser, il faut maintenant trier. Alors, ce premier tri aidera à la construction du plan de la revue de la littérature. Voilà. Donc, en fonction de l'organisation choisie, vous pouvez choisir la forme de la revue de littérature. Donc, après avoir fait les analyses et les tri, n'est-ce pas, vous pouvez faire maintenant des choix. Il existe deux sortes. La revue de la littérature exhaustive et la mini-revue. Bon, la revue de la littérature, à mon avis, exhaustive, ça veut dire qui prend quelques éléments, qui ne prend pas tous les éléments, qui va prendre quelques éléments. Et aussi la mini-revue. La mini-revue, ça c'est su à l'intérieur de la liste exhaustive. Selon mon analyse, selon ma compréhension. Analyser et critiquer. L'analyse et la critique doivent maintenant être menées. Donc, si vous faites des analyses et critiques, donc normalement, après tout ça, là, il faut faire des analyses et critiques. Donc, analyser et après, quand on analyse les éléments, on peut, n'est-ce pas, critiquer, n'est-ce pas, ces éléments-là. Ce n'est plus de la lecture des découvertes. Les défauts et qualités des études doivent être commentés. Donc voilà, il faut, quand tu fais des analyses, pendant les critiques, il faut critiquer les défauts et les qualités aussi, il faut, n'est-ce pas, commenter les qualités. Trouver une structure cohérente. En règle générale, une revue de la littérature doit aborder 3 points. Le titre, ok. Étape 3, l'organisation des informations et la rédaction. L'organisation des informations et la rédaction. Parce qu'il faut organiser d'abord les informations. Les informations que vous avez reçues, il faut, n'est-ce pas, organiser. Après, maintenant, il faut passer par la rédaction. Trouver une structure cohérente. Pour la rédaction, il faut chercher les structures. Dans la rédaction, il y a les structures. Donc, les structures qui sont cohérentes, n'est-ce pas, dans votre revue ou bien dans votre étude, il faut bien choisir ça. En règle générale, une revue de littérature doit aborder 3 points. Les principales, qu'on appelle anciennes et récentes, études réalisées à propos du domaine étudié. Voilà. Donc, ça dépend maintenant d'études. L'étude est réalisée à propos du domaine étudié. Donc, voilà, ça c'est le principal. Les questions de recherche émergent sur le sujet analysé. Donc, normalement, les questions de recherche, ça doit ressortir sur le sujet analysé. Donc, quand tu analyses le sujet, c'est à travers des analyses que vous allez faire ressortir, n'est-ce pas, la question des recherches. Les principaux points débattus au travers des sources étudiées. Et là, ça doit ressortir aussi sur les principaux points débattus à travers les ressources étudiées. Étape 3. Toujours la même chose. Oui,
Docteur Foma. Docteur Oui. Foma. Voilà. Oui. Micro. Voilà. C'est bon? Oui. D'accord. Il est dans la voiture même. Il est dans les voitures. Le micro est... Voilà, ok, la vidéo. Donc, le style de rédaction de la revue de littérature. Le style de rédaction d'une revue de la littérature doit correspondre au style scientifique. Alors, il y a le style. Il faut donner bien un bon style. Et ça doit être un style, n'est-ce pas, qui correspond au style scientifique. Parce qu'il y a le style scientifique, il y a aussi les autres styles. Donc, tout pour être, n'est-ce pas, dans le style scientifique. Du fait du grand nombre de sources citées, une attention particulière à la cohérence entre le temps présent et passé. Donc, il faut être, n'est-ce pas, dans la cohérence entre les temps. Soit il faut le présent et le passé. Donc, il faut faire attention pour ne pas, n'est-ce pas, biaiser la littérature avec ça. Et les choix, voix active ou voix passive. Donc, il y a deux choix. Donc, soit il faut passer par voie active ou, n'est-ce pas, par voie passive. Les mots de liaison sont à favoriser dans ce contenu qui présente de nombreux éléments l'un après l'autre. Et cela rend le contenu fluide et met en valeur les choix d'organisation du contenu. Donc, les mots de liaison, n'est-ce pas, sont favorisés. Il faut savoir faire les mots de liaison entre, n'est-ce pas, les mots. Et cela va te permettre la fluidité, n'est-ce pas, de votre écriture avec les lecteurs. Les principes importants de la revue de littérature. Donc, nous avons des diapos. Pour la rédaction des revues de la littérature, il existe quelques principes à connaître. Alors, ces principes sont ci-après. La revue de la littérature doit apporter une véritable contribution. Normalement, ça doit contribuer, n'est-ce pas, sur le travail scientifique précédent. Novateur, ça doit être novateur, donner de nouvelles choses et une valeur ajoutée, n'est-ce pas? Ça doit compléter ce qu'ils ont fini, ce qu'ils ont fait, ce qui a été fait, n'est-ce pas, auparavant. Tout commentaire de la littérature est susceptible d'être lu par son auteur. Voilà, donc tout commentaire que vous allez faire peut être lu par, n'est-ce pas, les auteurs. N'est-ce pas? Gardez cela à l'esprit afin de bien construire l'argumentation. Ça veut dire que tous les passages qui seront, n'est-ce pas, dans les articles peuvent être lus par tout le monde. Donc, il faut faire attention et il faut mettre dans la tête que, n'est-ce pas, il faut savoir argument, il faut donner des arguments parce que il faut que les choses là seront lues par les lecteurs. Les mélanges de sources trop différentes sont à éviter. Voilà. Donc, il faut éviter les sources différentes. Tout comme la mise en relation d'auteurs ayant des visions trop contrastées sur un sujet. Alors, une revue de littérature n'est pas uniquement didactique ou théorique. Ce n'a pas un cours magistral. Donc, ça veut dire quoi? Ça doit donner des explications. Ça doit pas être des cours magistraux comme ça. On vient, on écrit et puis les gens lisent. Ça doit être, n'est-ce pas, un travail scientifique. À chaque lecteur doit en tirer, n'est-ce pas, des profits scientifiques. Donc, la plupart des personnes qui lisent une revue de littérature connaissent déjà le sujet. Donc, ça veut dire que c'est des personnes aguerries dans la matière qui vont lire ces revues. Donc, il faut que ça soit, n'est-ce pas, intéressant chez les lecteurs. Éviter les exemples ou les explications trop basiques. Si tu donnes trop des exemples, ça va te permettre, n'est-ce pas, de te découvrir souvent.
Donc, ça va affaiblir, n'est-ce pas, ton travail. Alors, les différences des littératures doivent être reliées entre elles en évitant le fait catalogue qui rend l'article peu agréable à lire. Donc, la référence de la littérature doit être reliée entre elles. Ça veut dire que ça doit être un peu, ça doit être cohérent, ça doit être cohérent et il faut éviter, n'est-ce pas, les catalogues. Je ne peux pas trop expliquer ça, qui rend quand même l'article peu agréable à lire. Donc, ça peut, n'est-ce pas, donner un peu d'ambiguïté, n'est-ce pas, chez les lecteurs. Les autocitations sont à éviter. Donc, elles réduisent l'aspect critique du contenu. Donc, voilà, les autocitations sont à éviter, il s'agit des citations. N'est-ce pas, toi-même, tu donnes des citations ou bien prendre des citations ailleurs. À chaque fois, il y a une citation, ça peut réduire l'aspect critique, n'est-ce pas, du contenu. En conclusion, la revue de la littérature doit être bien structurée. Ça, c'est obligatoire. Si c'est structuré, c'est ce qui va nous donner, n'est-ce pas, c'est ce qui va donner au lecteur le goût, n'est-ce pas, de la lecture. Elle n'est pas une entreprise hasardeuse. Ce n'est pas qu'on fait des hasards. Ce n'est pas des hasards. On ne peut pas dire, ah, je vais faire une revue, un article comme ça, et, n'est-ce pas, faire des hasards. Peut-être, il n'y a pas peut-être dedans. Il faut bien faire, il faut donner les informations nécessaires et utiles. Ça doit être subjectif, conduite selon les préférences esthétiques. Donc, ça demande tout un travail. Donc, il faut respecter, n'est-ce pas, le travail scientifique. Innovatrice. Ça doit être innovatrice. Tu vas réduire, là où c'est réduire. Voilà, plus le moins. En haut. En haut, là, réduire là-haut. Voilà, réduire. Voilà. Ok, d'accord, merci. Donc, il faut bien maîtriser ce qui a été déjà. Partager l'écran, c'était coupé quoi? Ok, partager, ben ici, l'écran est vierge ici, hein. Il n'y a rien. Plat comme ça, là. D'accord de partage. Docteur Hervé. Oui, voilà, vous prenez au niveau du... Vous voyez l'icône vert où c'est écrit écran partagé. C'est écrit écran partagé là, en bas. Contrôle avec le doigt, le bouton droit. Le bouton droit, cliquez le bouton droit. Non, vous cliquez. Non, il clique là-dessus. Voilà, et on clique l'écran partagé. Bon, enlevez maintenant la diapositive maintenant. Cliquez zoom des cas. Cara zoom fait qu'on fait la droite. Yeah. Voilà. Vous voulez entrer des cas. Oui. Cliquez avec moi. Agrandir. Merci. Partager. Voilà.
Donc désormais, vous informatisez. Mario, Oui. il faut retourner. Ça, c'est ma partie, quoi. Il faut retourner en arrière. J'ai en train de. Ça passe pas, hein? Ça passe pas. Si ça ne passe pas, tu enlèves la diapositive. Cliquez dans la diapositive, ça va défiler. Il faut cliquer dedans une fois pour pouvoir défiler. Que sur le plan quantitatif. À la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de définir les outils de collecte de données, classer les outils en fonction du plan quantitatif et qualitatif, expliquer les outils de collecte de données avec des exemples. Très bien. Bon, prochainement, vous allez remplacer l'étudiant par l'apprenant ou l'apprenante. Parce que l'étudiant, et dans votre cas, vous n'êtes pas des étudiants. L'étudiant est diminutif. Vous êtes trop fort pour être étudiant. Ok. Ok. L'apprenant. Ok, il n'y a pas de problème. Tu prends le terme de stagiaire. Non, c'est l'apprenant ou l'apprenante en termes pédagogiques. Voilà. L'apprenant ou l'apprenante. Ok. Et nous avons comme définition, les outils de collecte de données sont des outils qui nous permettent de rassembler les données et plus généralement des informations pour mettre en forme dans une organisation. C'est-à-dire qui nous permettra vraiment de prendre des décisions et en mettant en forme sous forme d'indicateurs, de tableaux ou bien de graphiques. Les méthodes de collecte de données sont variées. Il y a beaucoup de méthodes de collecte de données que nous allons relater en bas. Et le choix de l'une d'entre elles dépend essentiellement de la nature des objectifs et des hypothèses retenues. Et pour chaque recherche, je dis bien pour chaque recherche, il faut concevoir et construire un instrument et une technique bien adaptée. Car au début d'une recherche, si vous ne faites pas une bonne recherche par rapport aux outils de collecte de données, vous allez fournir que des rien. Donc, il faut vraiment une technique bien adaptée à chaque recherche. Nous avons les différents types d'outils de recherche. Nous avons deux grandes catégories. Il y a les recherches quantitatives et les recherches qualitatives. Maintenant, qui sont subdivisées aussi en sous-groupes. Nous avons les méthodes quantitatives, c'est-à-dire ce sont des méthodes qui nous permettent de quantifier, de mesurer, qui impliquent la collecte des données et l'analyse des données objectives, souvent sous forme numérique. C'est-à-dire ça nous fait penser à la biostatistique, où vraiment on a des méthodes quantitatives là-bas, les mesures de fréquence, les mesures de prévalence. La conception des recherches est déterminée avant le début de la collecte des données. C'est-à-dire, lors des recherches quantitatives, on préétablit d'abord les outils avant de faire la collecte des données. L'exemple, c'est lorsqu'on faisait avec l'EPI Info, on rétablissait le questionnaire et après, on part faire la collecte des données. Maintenant, on dit que ce n'est pas du tout flexible. C'est d'une manière, c'est des questions fermées avec des réponses pré-rétablies. Donc, si vous commencez la recherche, après, vous revenez pour faire des changements. Ça, ce n'est pas le cas avec les recherches quantitatives. Le processus de recherche, les interventions et les outils de collecte de données sont bien standardisés pour minimiser et contrôler les biais possibles. Donc, avec comme exemple d'outils de recherche quantitative, nous avons les questionnaires que plus généralement, nous, à la faculté de médecine, on rétablit à chaque fois lorsqu'on commence nos thèses. Maintenant, il y a aussi les sondages. Et plus généralement, vous entendez lors des élections, à l'approche des élections, tu vas voir, il y a deux candidats, on va dire telle personne en faveur des sondages, comme ça. Donc ça, c'est des outils de recherche quantitative qui nous permettent de faire ça. Et les autres vont relater ça en bas de l'exposé. Nous avons aussi la deuxième catégorie qui est la recherche qualitative, est généralement utilisée pour explorer les valeurs, les attitudes, les opinions, les sentiments et les comportements des individus et comprendre comment ceci affecte les individus en question. C'est-à-dire qu'il s'agit de la recherche qui part en profondeur
c'est-à-dire qui part au-delà, c'est-à-dire des chiffres, qui vont chercher les comment et les pourquoi vraiment du problème. Donc, il est différent vraiment de la recherche quantitative. Ce type de recherche est important pour générer des théories, développer des politiques, améliorer les pratiques éducatives, justifier les changements pour une pratique particulière et éclairer les questions sociales. Vous voyez? C'est-à-dire la partie sciences sociales est sortie ici. Plus généralement, ceux qui font la science sociale aiment très bien, c'est-à-dire et ils préfèrent la recherche qualitative. Vous voyez, lors du premier trimestre, le professeur de sociologie nous avait donné un sujet qui était une recherche qualitative, c'est-à-dire d'aller dans un centre de santé, c'est-à-dire faire l'observation. L'observation est un outil de recherche qualitative où vraiment on observait un patient sur le plan COVID-19. Et puis même tout récemment, on avait exposé, le docteur Hervé avait exposé le mémoire du professeur Ablaye Guino sur le cancer chez les enfants. Vous voyez, jusqu'à ce qu'Hervé m'a proposé si le professeur pouvait ajouter la partie quantitative. Parce que lui, il avait fait la partie qualitative seulement des cancers de l'enfant. Donc, les sciences sociales aiment très bien ces recherches qualitatives. Les méthodes qualitatives peuvent fournir un contexte, un éclairage en profondeur. C'est ce que j'avais dit en haut. C'est-à-dire que les recherches qualitatives partent en profondeur et partent au-delà des chiffres. Maintenant, des besoins des parties prenantes et des perspectives des participants. Par exemple, pourquoi certains ménages ont-ils des moustiquaires et ne les utilisent pas? Vous voyez? C'est-à-dire ici, on ne parle pas des chiffres, mais ils parlent au-delà des chiffres. C'est-à-dire expliquer comment vraiment le pourquoi de la chose. Il y a un autre deuxième exemple. Pourquoi les individus d'une zone d'étude refusent-ils d'utiliser les services d'une clinique périnatale spécialisée? Vous voyez, ici, on ne parle pas des chiffres, mais on parle au-delà. Mais il peut y avoir aussi des cas de recherche mixte où vraiment on peut faire les deux. Il y a les chiffres et il y a les trucs qualitatifs. Maintenant, nous avons comme outil les entretiens que les responsables vont vous expliquer ça clairement. Il y a les cadres d'observation que le docteur en a présenté, les fichiers de dépouillement documentaire et les focus group. On va vraiment vous expliquer ça davantage. Maintenant, comme conclusion, les outils de collecte de données sont une pièce incontournable dans une recherche méthodologique. Et l'emploi correct et suffisant vous donnera un résultat satisfaisant de toutes les recherches que vous menez. Donc, en gros, les outils de collecte de données, vraiment, il faut bien les chercher à comprendre pour vraiment produire un bon produit. Voilà, sur ce, je donne la parole à Dr Syria Kamara, qui présente là questionnaire d'un protocole de recherche. Merci. Ok, merci Dr Damele. Très bien expliqué. Bonjour à la salle. Oui, bonjour. Lui, c'est quel nom, celui qui vient de parler là? Dr Syria Kamara. Ok. Celui qui vient de terminer, c'est Dr Damele. Dr Damele, Dr Damele, il faut lui passer la main. Il faut lui passer la main. Non, je vais filer. Ok, d'accord. Ok, très bien. Je dis merci tout le monde. Merci à Dr Damele pour cette belle présentation. Merci au professeur, merci à la classe. Moi, Dr Kamara Syria, j'ai à la charge de vous parler du questionnaire d'un protocole de recherche. Diapo. Dans le plan, nous allons parler de l'intérêt du chapitre dans la vie pratique, de l'objectif pédagogique en 2, en 3, les définitions. En 4, nous allons parler de quelques exemples de questionnaires. En 5, c'est comment poser la question. En 6, nous allons faire un résumé de la manière de poser des questions. En 7, connaître les qualités d'une bonne question de recherche. En 8, connaître les caractéristiques d'une question de recherche. Et après, nous allons conclure. Diapo. Donc, l'intérêt de ce chapitre dans la vie pratique, la connaissance de cette leçon dans la vie pratique permet à l'apprenant et à l'apprenante de savoir quand ou comment poser des questions de recherche, de savoir quel type de questions et quel type de recherche cela correspond. Déjà, ça veut dire que déjà en posant la question, on sait, on est en face de quel type de recherche. Comme Dr Damele vient de le dire, si c'est une recherche quantitative ou qualitative, seulement en posant la question, on doit être orienté. Elle est le point de départ de la recherche et tout le reste en dépend. Diapo.
l'objectif pédagogique. À la fin de la leçon, l'apprenant et l'apprenante seraient en mesure de définir la question de recherche, de donner des exemples de questions de recherche, d'expliquer quelles questions poser pour quel type de recherche. D'accord? Donc, maintenant, en définition, la question de recherche renvoie aux informations qui seront colligées pour atteindre l'objectif. Qu'est-ce qu'on cherchera à savoir pour améliorer notre compréhension? Qu'est-ce qu'on observera pour rendre compte d'une situation? Diapo. Donc, la définition, c'est le retournement du problème sous forme de questions. C'est-à-dire, essayer de reformuler le problème sous forme de questions qui va dans le sens de ton raisonnement. Il s'agit aussi de dénoncer l'interrogatif au présent de l'interrogatif, au présent de l'indicatif. Utiliser les éléments de question, à savoir le QQ au COP, qui, que, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Voici les éléments de réponse qu'il faudra, des éléments de question qu'il faudra poser et qui, par la finir, doit déterminer le sens de ta recherche. Il s'agit de poser explicitement la question principale ou centrale et les questions complémentaires. Les questions de recherche permettent d'examiner le problème sous tous les angles pour l'expliciter et mieux l'appréhender. Sans question de recherche, pas de recherche. Donc, vous voyez déjà, il faut bien poser la question pour pouvoir parler de recherche. On dit sans question de recherche, pas de recherche. Sans interrogation, pas de réponse. Sans obscurité, pas de lumière. Diapo. Sans obscurité, pas de lumière. Qu'est-ce qu'on comparera pour vérifier notre prédiction? Donc déjà, il s'agit déjà de parler de quelques exemples qui vont déjà nous situer par rapport à la manière de mieux poser les questions. Si notre problème de recherche est l'écart entre le discours féministe, un exemple, si les valeurs de coopération associées à l'exercice du pouvoir et les pratiques de communication effectivement exercées par les femmes en situation de pouvoir. Si c'est ça notre exemple, donc les différentes questions qui vont suivre seront diapo. Une question de recherche en accord avec l'objectif de meilleure compréhension pourra être: comment des femmes en situation de pouvoir se présentent-elles l'exercice du pouvoir par des femmes? Donc ça, c'est déjà une question. Comment des femmes en situation de pouvoir se présentent-elles quand on leur donne le pouvoir? Diapo. Une question d'exploration pourra être: quelles sont les pratiques communicationnelles des femmes en situation de pouvoir? Enfin, une question de vérification pourra être: est-ce que les femmes en situation de pouvoir ont réellement recours à des pratiques de communication différentes de celles des hommes en situation de pouvoir? Aujourd'hui, toujours, on a des discours féministes qui disent les hommes font comme ça, les hommes font comme ça, les hommes font comme ça. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que si on donne le pouvoir aux femmes, est-ce qu'ils ont une valeur ajoutée? Ils ont une manière différente de procéder que les hommes, en tant que femmes, en tant qu'actrices même de la chose. Diapo. Oui. Merci. C'est compris la salle? Oui, les dames ne sont pas d'accord. Oui, petit camarade, c'est bon. OK. On dit, si notre question commence par est-ce que ou par si, alors, notre approche de recherche et notre méthodologie seront vraisemblablement quantitatives. Car l'objectif sous-jacent à ce type de questions est un objectif vérificationnel, de vérification et de généralisation. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on aura à poser une question qui commence par est-ce que ou si, alors, il faut bien noter, cela sous-entend que notre recherche est quantitative. Est-ce que c'est compris? Une question qui commence par est-ce que ou si, alors, écrivez, c'est que c'est une recherche quantitative. Diapo. On veut savoir si oui ou non il existe une relation significative entre A et B. Si notre question commence par le comment, en quoi, qu'est-ce qui, alors notre approche est qualitative. Donc, si en posant aussi les questions, ce n'est pas est-ce que, ce n'est pas si alors, mais on est devant
comment, en quoi, qu'est-ce qui, si notre question commence par ça, ce serait une étude, une recherche qualitative, comparée à la première qui est quantitative. Est-ce que si alors, ça c'est quantitatif, comment, en quoi, qu'est-ce qui est qualitatif? Diapo? Car l'objectif sous-jacent à ce type de questions est un objectif de compréhension, où l'on cherche à mettre en relation un ensemble d'éléments de manière à offrir une interprétation sensée d'une situation problématique. Donc maintenant, avec des recherches qualitatives, on dit qu'il faut poser la question comment, en quoi, qu'est-ce qui. Alors, notre approche et méthode serait vraisemblablement qualitative. Maintenant, comme Dr Damel vient de le dire, il s'agit des méthodes descriptives, d'exploration, quelles sont, pour rendre compte d'une situation donnée, qui peut généralement être utilisée dans une étude descriptive. Diapo. Donc, maintenant, une étude ou une recherche quantitative, la question à poser, c'est est-ce que, pour vérifier une hypothèse, ainsi, si notre question commence par est-ce que ou par si, alors, notre approche de recherche est méthodologique, seront vraisemblablement quantitatives. Car l'adjectif sous-jacent à ce type de questions est un adjectif de vérification et généralisation. Il s'agit ici d'une étude analytique. Donc, je veux que ce soit clair pour qu'il n'y ait pas de confusion. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui. OK, Capo. Maintenant, les qualités d'une question de recherche. Une question de recherche doit être précise, claire, opérationnelle. Il joue un rôle de fil conducteur, puisque le thème qu'on se donne n'est pas encore raffiné pour faire l'objet de recherche. La question de recherche va servir plus tard de soubassement de formulation de l'hypothèse. Donc, en plus d'être précise, claire et opérationnelle, une question de recherche doit être aussi réaliste, pratique et pertinente. Diapo. Maintenant, nous arrivons aux caractéristiques d'une bonne question de recherche. Ça, c'est le filet. Donc, F pour faisable, qui se rapporte au nombre de sujets, d'experts adéquats, temps financement disponible, au management, aux présence de données. Le I pour intéressant, pour l'investigateur. Le N pour nouveau, confirmer ou infirmer les découvertes antérieures faites déjà sur le sujet. Élargir les découvertes antérieures, fournir des nouvelles découvertes. Donc, comme on avait dit à travers le passé, il faut que notre étude serve à quelque chose dans l'humanité. Donc, il faut quelque chose de nouveau, de nouvelles, je veux dire. Pas reprendre les études déjà effectuées, avec une conclusion bien établie. Donc, une autre caractéristique, il faut que ce soit éthique, niveau multiple, y compris celui de l'investigateur. Il faut que ça soit relevant aux connaissances scientifiques, à la clinique et aux politiques de santé. Donc, que ce soit basé sur des solides scientifiques et qui ont un trait avec la politique de santé, aux directions futures de la recherche. Diapo. En conclusion, généralement, une question de recherche commence par une idée confuse, non claire, qui finit par être claire, concrète et précise. Puis suivra une question plus spécifique. Je vous remercie. D'accord. On continue. Bonjour tout le monde. J'ai l'honneur de vous présenter la partie guide d'entretien. Diapo. Intérêt du sujet dans la vie courante, objectifs pédagogiques, introduction, formulation de guide d'entretien, conclusion. Ça, c'est le sommaire. Intérêt du sujet dans la vie courante, ça nous permet de récolter des informations qui apportent des explications ou des éléments de preuve à un travail de recherche. Retourne dans le titre, là. Retourne dans le titre. Et retourne quoi?
Donc, c'est docteur Goy, docteur Damele, c'est lui qui est à la commande. Et qui a la commande? C'est docteur Damele. Banyangara. Banyangara. Il est à Banyangara, il est en train de diriger. Donc, je lui dis de retourner. Oui. Donc, retourner. Donc, toi, tu es là, c'est toi, docteur Oumar Boy. Oui. Et donc, quelqu'un est là-bas, lui, il a la commande là-bas. Il est en train de faire pour les restes. C'est lui qui est à la commande. À Banyangara là-bas. Depuis le début, oui. C'est une émergence. Ah, d'accord. C'est lui qui a la commande. Vous avez un problème de connexion. C'est pour ça que j'ai pris la main, quoi. C'est lui qui dirige. C'était bloqué ici, donc c'est lui qui a pris la commande. Ok, d'accord, on continue. D'accord, on est ensemble. D'accord, je disais l'entrée du sujet dans la vie courante. Donc, il s'agit le guide d'entretien qui nous permet de récolter des informations qui apportent des explications ou des éléments de preuve à un travail de recherche. Ça nous permet aussi d'éviter les collectes de données non nécessaires. Alors, le guide d'entretien est structuré, qui structure notre pensée pour augmenter l'efficacité de notre entretien. Diapo. Alors, à la fin de cette présentation, les apprenants seront en mesure de définir un entretien et de savoir aussi les différents types d'entretien et connaître aussi les étapes à suivre dans le guide d'entretien et d'analyser, n'est-ce pas, les résultats obtenus et en même temps définir un guide d'entretien et les caractéristiques du guide d'entretien et de connaître l'ordre des questions et le type de questions et enfin faire une bonne conclusion. Diapo. Alors, par définition, comme c'est un guide d'entretien, alors le mot-clé ici, ça c'est entretien. Donc il faut qu'on donne une définition claire sur l'entretien pour que tout le monde connaisse l'entretien d'abord pour pouvoir rentrer dans les guides d'entretien. Pour cela, on va définir l'entretien. L'entretien peut être défini comme une situation de communication orale. L'un est l'enquêteur et l'autre est l'enquêté. Donc, c'est deux personnes A et B. Le A peut être enquêteur et le B est enquêté. Donc, plus rarement, ça peut être aussi avec des groupes. Alors, les données recueillies sont essentiellement des opinions, des motivations, c'est-à-dire des informations soit qualitatives. Le guide d'entretien est vraiment beaucoup plus utilisé dans les recherches qualitatives. Alors, il est souvent choisi pour compléter, n'est-ce pas, une enquête par questionnaire. Donc, ça peut compléter une enquête par questionnaire. Diapo. Alors, toujours les différents types d'entretien, c'est ça qui est important d'ailleurs. Il faut connaître les différents types d'entretien. D'abord, il existe trois types d'entretien. Il y a l'entretien non directif, c'est-à-dire il repose sur, n'est-ce pas, expression libre de l'enquêté à partir d'un thème proposé par l'enquêteur. Donc là, on dit non directif. Par exemple, si on prend un exemple sur le réchauffement climatique, on peut poser la question: quels sont les éléments qui nous permettent d'affirmer que le réchauffement climatique est une réalité? En ce moment, l'enquêteur maintenant a beaucoup de temps libre, n'est-ce pas, pour expliquer, parler, n'est-ce pas, sur le phénomène. Alors, l'enquêteur se contente alors de suivre et de noter la pensée. Donc, l'enquêteur maintenant est assis. Normalement, il doit écouter et il doit prendre des notes, n'est-ce pas, sur les pensées de l'enquêté. Alors, les discours de l'enquêté sans poser des questions. Dans, je vais dire, l'entretien non directif, il faut poser la question, il faut écouter, n'interrompre pas la parole et il faut donner, n'est-ce pas, tout le temps à l'enquêté de s'exprimer, d'expliquer, n'est-ce pas, son opinion. Diapo. Alors, il y a aussi l'entretien directif qui est le deuxième type. Ce type d'entretien s'apparente sensiblement au questionnaire. Ça ressemble beaucoup au questionnaire, à la différence que la transmission se fait verbalement. Voilà, donc un entretien, c'est verbal. Alors, plutôt que par écrit. Voilà, généralement, l'autre là, c'est par écrit.
Mais cette L'autre là, fois-ci, c'est quoi? L'autre là. ça, c'est présentement les questionnaires. Voilà. Il s'agit des questionnaires. L'autre là, ça peut être Adjas. Non, Adjas n'est pas ici. Adjas n'est pas ici. Donc, questionnaire. Donc, la différence, voilà, donc je vais continuer. Dans le cadre de cet entretien, l'enquêteur pose des questions selon un protocole strict et fixé à l'avance. Donc, il doit avoir un cahier, une note qui est là. Donc, il a tout préparé. Donc, il pose les questions sur l'enquête. Il s'agit d'éviter que l'interview ne sorte des questions et du cadre préparé. Donc, ici, c'est une interview qui est là. Alors, on sait qu'il y a une différence entre l'interview et l'interview. Maintenant, c'est une interview. Ça veut dire que c'est l'enquêté détient les informations, mais l'enquêteur n'a pas d'informations, mais il tente par rapport à ces questions pour obtenir, n'est-ce pas, les informations. Ça, c'est l'interview. Alors, des questions et des cadres préparés. Voilà. Donc, diapo. Alors, après, il y a troisième, on appelle ça l'entretien semi-directif. L'entretien semi-directif, il porte sur un certain nombre de thèmes qui sont identifiés dans un guide d'entretien préparé par l'enquêteur. Voilà, donc, il y a aussi le nombre de thèmes. Parce que s'il y a un entretien à chaque fois, il faut des thèmes et des questions. Donc, il y a les thèmes à part et chaque thème correspond à des questionnements. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'organise. Donc, il faut avoir un certain nombre de thèmes qui sont identifiés déjà, qui est déjà préparé. Donc, tu viens, tu fais l'interview et, n'est-ce pas, l'enquêteur maintenant doit répondre à des questions correspondant, n'est-ce pas, à des thèmes différents. Alors, l'interviewé, s'il pose des questions, selon un protocole prévu à l'avance, parce qu'il cherche des informations précises. Donc, voilà, il veut des informations. Donc, c'est comme lui, il n'en a pas. Il est en train de chercher les informations. Donc, il pose des questions précises pour qu'il y ait, n'est-ce pas, des informations nécessaires. Il s'efforce de faciliter l'expression propre. Voilà, l'enquêteur essaie de donner des expressions propres pour que l'enquêteur puisse, n'est-ce pas, donner les éléments de réponse, n'est-ce pas, nécessaires dans les conclusions à venir. Diapo. Alors, maintenant, on parle toujours de l'entretien. Alors, pour faire un entretien, il faut passer par des étapes. Alors, la première étape, c'est quoi? Il s'agit de préparation et installation du matériel. Alors, en ce moment-là, il faut venir un peu tout avant même l'heure, à quelques minutes avant l'heure. Il faut installer, n'est-ce pas, les matériels. Les matériels peuvent être les microphones, ça peut être les caméras, les stylos, ainsi de suite. Donc, il faut préparer ça en avance. Présentation rapide de votre travail. Alors, ici, la présentation, il faut présenter toi-même, nom et prénom et ta qualité. Voilà, et après la salutation, je vais dire, il faut saluer, n'est-ce pas, interlocuteur, et il faut aussi te présenter nom et prénom, et en même temps, il faut, n'est-ce pas, donner brièvement les explications sur les sujets généraux, n'est-ce pas. Cela va permettre à l'enquêteur de comprendre le but de vos questions et donner des explications précises, n'est-ce pas, sur les questions. Donc, c'est pourquoi la présentation, c'est très important, n'est-ce pas, avant l'entretien. Alors, après, il faut commencer l'entretien. Après, si tu commences l'entretien, il faut poser la question et l'interlocuteur, il faut écouter. Si tu lui poses question, il faut écouter qu'il donne des explications. Et après, maintenant, vous allez prendre des notes sur ces explications. Et tu conclus après ça, maintenant. Après analyse de ces réponses, il faut se préparer pour conclure cet entretien. Alors, il ne faut pas conclure l'entretien tant que toi, enquêteur, tu n'as pas trouvé, n'est-ce pas, les éléments nécessaires, les éléments nécessaires pour pouvoir faire la conclusion. Donc, une fois que toi-même tu es rassuré que les informations nécessaires sont déjà retenues, à ce moment, on peut procéder, n'est-ce pas, par la clôture, n'est-ce pas, de l'entretien. Alors, après la clôture, il faut retranscrire l'entretien. Retranscrire, c'est quoi? Il s'agit de mettre, n'est-ce pas, mettre sur feuille, n'est-ce pas, les entretiens.
Parce qu'on peut faire les entretiens à travers le microphone. Alors maintenant, il faut écrire sur une feuille, n'est-ce pas, les mots de l'entretien. C'est ce qu'on appelle la transcription. Diapo. Alors maintenant, on va arriver ici à analyse des résultats obtenus. Alors, pour analyser, il faut relire les notes prises et réécouter les entretiens. Alors, si vous avez pris les notes, il faut immédiatement essayer de relire ces notes-là. Alors maintenant, il faut aussi, si avec magnétophone, alors si vous avez fait des enregistrements, il faut, n'est-ce pas, réécouter ces entretiens-là. Alors, après ça, il faut retranscrire les entretiens. Donc, après avoir écouté, comme j'ai parlé de retranscrire, il faut retranscrire les entretiens. Il s'agit de reprendre sur une feuille ou bien sur, voilà, sur une feuille pour que vous puissiez analyser, n'est-ce pas, dans le futur. Alors, notez les observations faites. Les observations que tu as déjà faites pendant les entretiens, hein, il faut, n'est-ce pas, les noter, ou tu peux même les surligner, n'est-ce pas, pour que vraiment tu puisses les analyser. Alors après, analyser les éléments retenus. Voilà maintenant les éléments que tu as surlignés, ou bien les éléments des observations que tu as déjà faites. Alors, il faut commencer maintenant à les analyser. Analyser ici, c'est quoi? Il s'agit de pouvoir donner, n'est-ce pas, une conclusion. Donc, les éléments à analyser, ce sont des éléments qui doivent ressortir, n'est-ce pas, dans la conclusion. Donc, enfin, maintenant, après avoir analysé, vous avez les éléments nécessaires qui doivent être retrouvés, n'est-ce pas, dans les conclusions. Donc, il faut établir une conclusion. Alors, maintenant, une fois connaître, n'est-ce pas, l'entretien et les différents types d'entretien, alors on va rentrer maintenant dans notre guide d'entretien. Alors, vous allez comprendre maintenant que dans l'entretien, et comment faire l'entretien, c'est le guide d'entretien même qui est là, qui va nous aider, n'est-ce pas, à faire les entretiens. Alors maintenant, le guide d'entretien, c'est quoi? C'est un document qui regroupe l'ensemble de vos questions à poser et vos thèmes à aborder lors d'une interview. Ça veut dire quoi? C'est un document qui est là, qui va regrouper les questions que vous allez poser. Alors, je disais tantôt que les questions correspondent à des thèmes. Chaque thème doit avoir, n'est-ce pas, les questions. Donc, vous devez avoir les thèmes. Vous pouvez avoir 3 ou 4 thèmes, vous pouvez avoir des thèmes, et chaque thème correspond, n'est-ce pas, à des questions. Alors maintenant, le guide d'entretien est fait pour ça. Donc, tu vas faire un document où il y a les thèmes et les questions correspondantes. Alors, il est structuré selon le type d'entretien que vous souhaitez mener. Parce qu'on a parlé déjà des entretiens. Il y a les entretiens directifs, semi-directifs ou non directifs. Alors, au début, toi-même, tu dois choisir quel entretien que je vais faire. Est-ce que l'entretien que je vais faire, c'est des directifs? Est-ce que l'entretien que je vais faire, c'est semi-directif ou non directif? Donc, on a parlé des entretiens directifs et semi-directifs. Et donc, vous allez faire le choix. Donc, si tu fais le choix, alors vous allez mettre sur le guide d'entretien. Diapo. Alors, toujours définition générale. L'outil, c'est le guide d'entretien. C'est un outil qui sert de support. C'est le guide d'entretien. Donc, l'outil qui sert le support, c'est le guide d'entretien. Ça veut dire que c'est un document. Toujours, c'est un document, n'est-ce pas, qui liste les thèmes ou les questions abordées et qui permet parfois de saisir les réponses au fur et à mesure de l'entretien. Donc, vous avez un guide déjà. Vous êtes déjà bien préparé au préalable. Maintenant, vous allez vous asseoir. Il y a les thèmes et il y a les questions. Donc, à chaque thème correspond à ces questions et tu vas poser les questions à travers, n'est-ce pas, les guides. Diapo. Plus de définition générale, le guide d'entretien qui va lister, n'est-ce pas, les thèmes à aborder pour un entretien. On a parlé, il y a des thèmes à aborder pour un entretien. Donc, ça va lister ça. Et plusieurs questions. Ça veut dire que chaque thème doit avoir 2 ou 3 ou 4 questions. Donc, c'est pourquoi on parle de plusieurs questions. S'il y a les thèmes, chaque thème correspond à des questions. Donc, plusieurs questions qu'il est possible de poser pour entretien. Alors, le guide
prévoit parfois des questions de substitution complémentaires ou des clarifications lorsque la réponse n'est pas satisfaisante. Bien qu'on est en train de poser les questions, mais souvent, tu peux changer carrément. Peut-être si vous voyez que la question préparée dans le guide d'entretien, l'enquêteur a du mal à comprendre. Il faut essayer de substituer, de changer, n'est-ce pas, souvent les mots pour que, n'est-ce pas, l'enquêteur puisse être, n'est-ce pas, à l'aise dans les réponses. Alors, il y a encore les questions sous forme d'un questionnaire pour un entretien directif. Quand même, si c'est un entretien directif, les questions sont sous forme, n'est-ce pas, sous forme de questionnaire. Mais dans les... D'accord. D'accord, il retourne. Donc, retournez. Alors, retournez, docteur Dia. Voilà, merci. Là, c'est trop sérieux, Stéphane. Oui. Oui. D'accord. N'est-ce pas, les questions sous forme de questionnaire pour un entretien directif. Ça veut dire que généralement, les entretiens semi-directifs ou non directifs, ce sont, n'est-ce pas, ne sont pas généralement des questionnaires. Ne sont pas généralement des questionnaires. Mais seulement les entretiens directifs sont questionnaires. On verra bien ça, n'est-ce pas, dans le futur. C'est bien expliqué dans les diapos à venir. Diapo. Alors, les guides d'entretien, toujours les caractéristiques. Alors, les guides d'entretien peuvent prendre la forme d'une succession de questions inscrites dans un document. Ça veut dire quoi? Pour plus d'efficacité, celui-ci peut être rédigé sous forme de tableau. C'est pour cela qu'on utilise parfois le terme de grille d'entretien. Voilà, parce qu'on peut avoir un tableau. On fait un tableau avec 2 colonnes. Maintenant, la première colonne, on met là-bas, n'est-ce pas, les thèmes. Maintenant, l'autre deuxième colonne, on met généralement les questions. Donc voilà, donc c'est pourquoi on parle de grilles, n'est-ce pas, d'entretien. Donc chaque thème correspond à ces questions. Alors, on a expliqué, une colonne est réservée aux thèmes généraux et une autre est dédiée aux questions. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les grilles d'entretien. Il y a les 2 colonnes. Une colonne est réservée aux thèmes généraux et une autre est dédiée, n'est-ce pas, aux questions. Diapo. Toujours les caractéristiques. Dans un guide d'entretien, les questions sont souvent ordonnées selon les techniques de sablier. C'est-à-dire, on pose les questions les plus générales vers les questions les plus simples. C'est-à-dire, si on prend un exemple sur le réchauffement climatique, on va poser d'abord les questions les plus générales, ça c'est la pollution. Et on peut arriver, n'est-ce pas, vers les questions les plus précises. Ça peut être, n'est-ce pas, les gaz d'échappement, n'est-ce pas, des voitures. Voilà. Donc, ça, c'est des questions plus précises. Parce qu'il parle de pollution, soit il faut parler de ces éléments-là. Les gaz d'échappement, il y a aussi les entreprises automobiles, il y a aussi, n'est-ce pas, les agroalimentaires, n'est-ce pas, les industries agroalimentaires. Donc voilà, ce sont des questions précises. Donc on commence par les questions générales et on va finir, n'est-ce pas, par les questions précises. C'est-à-dire un peu compliqué. Diapo. Alors l'utilisation. Parce que si on a déjà on connaît un guide d'entretien, vraiment comment on les utilise? Les guides d'entretien peuvent être utilisés pour une étude qualitative. Lors d'un entretien semi-directif, généralement les études qualitatives là, les questions sont ouvertes. Donc les questions sont ouvertes. C'est pourquoi il faut utiliser, n'est-ce pas, les entretiens semi-directifs. Ou éventuellement pour un entretien non directif. Voilà, les entretiens semi-directifs ou non directifs, les questions sont ouvertes, mais plus orales. Alors, pour mener à bien une étude quantitative avec un entretien directif, on peut utiliser les guides d'entretien, n'est-ce pas, pour des études quantitatives, mais qui n'est pas trop fréquent comme l'autre. Donc, voilà, donc on peut poser les questions fermées. Alors, il faut connaître la différence entre les questions ouvertes et les questions fermées. Les questions fermées, généralement, ce sont des questions qui sont répondues par oui ou non. Ou aussi, les questions fermées peuvent être répondues, n'est-ce pas, par des qui-s'aiment. Voilà. Voilà, ça c'est par les qui-s'aiment. Je peux donner un exemple, ou bien on peut...
Un exemple? Oui, on n'est pas pressé. Personne n'est pressé. Et le mari de personne n'est pressé. D'accord. Alors, je prends un exemple sur les questions ouvertes, par exemple. On peut poser une question. On dit que savez-vous sur le réchauffement climatique? Que savez-vous sur le réchauffement climatique? Là, vous allez parler de tout ce que vous connaissez. Là, ça, c'est ouvert. Ça prend du temps. Ça te donne le temps aussi d'expliquer tout ce que vous connaissez. Ça, c'est une question ouverte. Question fermée. Existe-t-il un réchauffement climatique? Oui ou non? Tu veux dire oui, et puis tu veux t'arrêter là. Et tu veux dire non. Voilà, et puis c'est tout. Voilà un peu quelques questions, on va y arriver. On a tout ça, n'est-ce pas, dans les diapos à venir. Diapo. Alors, le contenu du guide d'entretien. Le guide d'entretien est constitué de 3 parties. Première partie, introduction et présentation. Présentation du travail de recherche et des sous-thèmes, explication de ce que l'entretien doit apporter à ce travail. Normalement, en introduisant, il faut expliquer, n'est-ce pas, ce que l'entretien là va apporter dans notre travail d'étude. Il faut que l'interlocuteur, n'est-ce pas, connaisse ça. Cela va lui permettre de donner beaucoup d'importance, n'est-ce pas, à votre entretien. Après aussi, il y a le coordonnées des personnes interrogées. Voilà nos prénoms. Il faut prendre ça. Son nom, son prénom, son sexe, âge et sa profession. Tout ça là. Voilà, âge et sa profession, tout ça là, c'est très important, n'est-ce pas, dans le contenu du guide. Au cas où il sera d'accord. Au cas où il sera d'accord, c'est ça. Ok, merci. Liste des questions. Écrire les questions et poser, n'est-ce pas, et les thèmes auxquels celle-ci se réfère. Voilà. Donc, comme on a dit déjà, vous avez les thèmes, vous avez les questions. Par exemple, sur le réchauffement climatique, un thème peut être l'évolution du réchauffement climatique. Un thème peut être une question, ce que toi-même tu ressens. Votre expérience, je vais dire. Maintenant, on peut dire, question peut être sur l'évolution. Alors, l'évolution aussi a besoin, n'est-ce pas, des questions. Donc, les questions seront posées sur l'évolution. Et, n'est-ce pas, votre expérience, voilà, les questions aussi seront posées sur l'expérience. Donc, il faut faire la part des choses. Chaque question correspond à un thème bien précis. Diapo. L'ordre des questions. Alors, les questions doivent être en ordre. Avant de lancer dans la rédaction de votre guide d'entretien, il faut penser à l'ordre dans lequel poser les questions. Donc, ce n'est pas parce que les questions sont déjà préétablies. Il faut que ça soit ordonné. Et là, il faut respecter, n'est-ce pas, l'ordre des questions. L'ordre de celle-ci peut influencer les réponses de la personne interrogée. Voilà. Donc, si vous partez avec l'autre, et ça peut influencer la personne, n'est-ce pas, interrogée. Il ne faut donc pas négliger cette étape. C'est une étape qui est très importante. Il faut ordonner les questions. Alors, les questions peuvent être organisées de 3 façons différentes. On verra ça. Alors, l'ordre des questions toujours. Option 1, de la question la plus générale au plus difficile. C'est ce qu'on a dit. C'est sablier, n'est-ce pas, de plus général vers le plus difficile. Donc, de plus facile vers le plus précis. Voilà un peu. Maintenant, exemple. Dans le cadre de l'étude sur le réchauffement climatique, comme je parle, cette option reviendrait à s'interroger sur le phénomène global de la pollution. Le phénomène global du réchauffement climatique, c'est la pollution. Alors, pour tendre vers un aspect particulier de cette pollution, c'est le gaz d'échappement des voitures. Voilà, donc c'est un aspect particulier, n'est-ce pas, sur la pollution. Voilà, donc les questions peuvent être des raquettes de général vers, n'est-ce pas, précis, vers le précis. On peut passer. Diapo. Alors, l'ordre de questions toujours, il y a option 2. Alors, une séquence chronologique pour une situation précise. Donc,
il faut aller chronologiquement, c'est-à-dire d'un point A vers un point B. Vous allez voir un exemple. Toujours pour étude sur le réchauffement climatique, les questions pourraient servir à étudier le changement causé par ces phénomènes de l'an 2000 à aujourd'hui. Voilà donc quels sont les changements. C'est chronologique. Donc, c'est d'un point A vers un point B. Diapo. Alors, toujours l'autre. Option 3, d'un problème, d'une cause, d'un effet, jusqu'à solution possible. Donc, voilà, si on parle toujours, je vais vous donner des exemples. Pour un moment sur le réchauffement climatique, le questionnaire s'intéresserait, dans ce cas, aux conséquences de ce phénomène, pour se diriger ensuite vers ces solutions. Donc, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique et quelles sont les solutions? Alors, si on connaît les conséquences, on pose d'abord les conséquences. Quelles sont les conséquences à la personne interrogée? Et en même temps, on va lui poser la question. Parce que celui qui détient l'information, il faut connaître toujours que c'est l'interlocuteur qui détient l'information. L'enquêteur ne détient pas l'information, mais lui, il cherche à obtenir l'information par interlocuteur. Donc, il faut poser la question. D'abord, les conséquences et quelle est la solution. Diapo. Voilà, maintenant, il y a les types de questions. Les types de questions ne sera pas, il faut connaître les types de questions qui doivent être posées dans les guides d'entretien ou bien dans les entretiens. Alors, nous avons ici deux types. Que ce soit entretien directif, semi-directif ou non directif, il en existe, je vais dire, deux types. Les questions ouvertes, j'ai donné des exemples. Et les questions fermées, j'ai donné des exemples qui sont répondus généralement par oui ou non ou par des questions. Diapo. Alors, les questions ouvertes sont utilisées pour un entretien semi-directif ou non directif. Parce que là, le répondant a plus de liberté pour répondre, n'est-ce pas, à une question fictionnelle, une question factuelle qui a été factuelle, je veux dire. Factuelle, oui. Factuelle, ça vient du mot fait. Voilà. C'est l'addition qualificative qui se rapporte à fait. Effectivement, qui a été. Une question factuelle, c'est une question qui concerne les faits. Les faits, oui. Voilà. Merci, qui interroge, n'est-ce pas, les questions factuelles, qui interroge, n'est-ce pas, un fait établi. Ou d'opinion, les questions d'opinion là, c'est comme qui interroge, n'est-ce pas, un point de vue. Donc, j'ai donné un peu l'exemple. Que savez-vous sur le réchauffement climatique? Ça veut dire que ton point de vue. Voilà. Donc, généralement, ça, c'est les entretiens directifs qui nous amènent. Alors, on dit question factuelle. On va vous donner des exemples parce que le professeur même a déjà expliqué. Tellement que c'est intéressant, il faut donner un exemple. Quel élément nous permet d'affirmer que le réchauffement climatique est une réalité? Ça, c'est n'est-ce pas, une question factuelle. Alors, maintenant, la réponse, il y a de nombreux faits et arguments qui peuvent être développés ici. Les faits, là, il faut développer les faits, il faut donner des arguments, n'est-ce pas? Donc, tu as plus de temps, n'est-ce pas, de donner des informations à la lecture. Alors, maintenant, il y a question d'opinion. Que pensez-vous sur le réchauffement climatique? Que pensez-vous? L'enquêteur peut prendre, n'est-ce pas, le temps d'expliquer son point de vue. Il a le temps d'expliquer son point de vue, n'est-ce pas, sur le réchauffement climatique. Ça, c'est, n'est-ce pas, un exemple sur les entretiens semi-directifs. Maintenant, on a donné des... Diapo. Les types de questions, toujours l'avantage. Donc, on va donner des avantages sur les types de questions parce qu'on a donné deux types de questions. Questions, n'est-ce pas, ouvertes et questions fermées. Quels sont les avantages de ces deux questions? Alors, les questions ouvertes, permettent d'obtenir des informations plus précises. Voilà, mais ça prend du temps, ça donne beaucoup de temps. Voilà, c'est tellement important. Hey. La question ouverte aussi. La richesse là, si tu vois que tu vas faire de la richesse là, il s'en donne une. Mais
Moi, il me promet, si toi tu ne sais même pas comment on l'interroge, tu vas avoir quel réponse. Il me mourir les gens par rapport à ça. C'est pour ça, non, moi je souhaiterais qu'on conclue. Après, je reviens sur certains points. On continue. C'est très bien. Le type de question, avantages. Donc, nous avons donné les deux types. On doit connaître les avantages de chacun de ces questions. Les questions ouvertes permettent d'obtenir des informations plus précises parce que ça donne le temps à l'interlocuteur de s'exprimer, de donner son point de vue, hein, de développer, n'est-ce pas, le sujet. Alors, ce type, c'est utile pour comprendre le fond d'un sujet ou d'un phénomène. Voilà, donc les questions fermées et les questions ouvertes, je vais dire là, ça nous permet de connaître le fond d'un sujet ou d'un phénomène. D'accord? Alors, leurs limites. Parce que s'il y a avantage quand même, il y a aussi des limites. Les questions ouvertes ne permettent pas de mettre en place une analyse statistique des réponses. Non, ça ne peut pas nous permettre de donner des analyses statistiques. Analyse statistique, ça veut dire que quelqu'un, on peut compter, voilà, quels sont les nombres qui ont dit oui, quels sont les nombres qui ont dit non. Voilà, ça ne nous permet pas de faire ça. Et ça, c'est une limite. Lors d'un entretien, si l'enquêteur fait le choix de poser que des questions ouvertes, alors attendre des réponses longues. Si tu n'as que des questions ouvertes, il faut s'attendre, n'est-ce pas, à des réponses longues. Alors, il pourra poser moins de questions à son interlocuteur. Ça, c'est clair, parce qu'on doit interroger sur un intervalle bien déterminé. Alors là, si tu préconises de poser des questions ouvertes, il faut s'attendre, n'est-ce pas, à ne pas poser beaucoup de questions. Diapo. Alors, les questions fermées. Alors, les questions, on a fini avec les questions ouvertes, son avantage et ses limites. Alors, les questions fermées maintenant. Les questions fermées sont utilisées pour mener un entretien directif. La possibilité des réponses est limitée le plus souvent à des oui ou non. On a donné des exemples, vous aurez les exemples. Ou des choix prédéfinis pour un QCM. Les QCM, c'est des choix déjà prédéfinis. Tu ne fais que cocher. C'est ce qui a été déjà. Voilà, donc on donne des questions. Voilà, question oui ou non. Le réchauffement climatique est-il une réalité? La réponse soit c'est oui ou bien c'est non. Alors, un exemple sur les questions. Quelle est l'industrie la plus polluante sur la Terre? Déjà, les réponses sont prédéfinies. Est-ce que c'est l'industrie automobile? Est-ce que c'est l'industrie du textile? Est-ce que c'est l'industrie agroalimentaire? Vous allez cocher ou s'il y a le choix quand même à faire, n'est-ce pas, à cocher. Diapo. L'avantage. Alors, les questions fermées permettent d'obtenir des réponses précises. Alors, le plus petit, elle s'avère pratique pour poser un plus grand nombre de questions. Si vraiment, comme c'est oui ou non, tu peux poser beaucoup, ça te donne le temps de poser beaucoup de questions parce que les réponses sont tellement courtes, oui ou non, ou bien il s'agit de cocher. Cela permet de poser un plus grand nombre de questions. Oui, ça c'est son avantage. Lors d'un entretien directif, les questions fermées sont beaucoup utilisées dans les entretiens directifs. Donc, il est alors plus facile d'établir une analyse statistique pour comparer les réponses aux différents entretiens. On a parlé de ça. Donc, ça nous permet de faire des analyses statistiques. Et les questions ouvertes, n'est-ce pas, ne nous permettent pas de faire des analyses statistiques des données. Diapo. Alors, les limites. Limite toujours, ça, c'est limite des questions fermées. Qui dit question courte, dit aussi réponse courte. Voilà. Donc, ce type de questions ne vous permet pas d'étudier le fond d'un problème ou d'un phénomène. Tu vas poser la question, il va répondre oui ou non, ou bien toi-même, tu as déjà prédéfini les choses, donc il va cocher ce qu'il veut. Donc là, ça ne peut pas rentrer, la personne ne va pas rentrer dans le fond du problème. La personne interrogée peut être frustrée de ne pas pouvoir donner l'ensemble de son point de vue. Voilà, tu as posé la question seulement, existe un réchauffement climatique? Il va rester sur sa fin. Sinon, il a beaucoup d'éléments à dire, mais il va tout simplement dire que oui ou il va dire que non. Donc voilà, il est un peu frustré.
ce que l'entretien semi-directif et non directif lui permettent. Voilà, donc l'entretien semi-directif ou directif lui permet, n'est-ce pas, de donner beaucoup de choses. Yapo? Alors, le guide d'entretien directif. Guide d'entretien apparaît sous forme de questionnaire ou de questions. Alors, pour un entretien directif, les questions doivent être fermées. C'est ce qu'on a dit. Dans les entretiens directifs, les questions doivent être fermées, c'est-à-dire oui ou non, ou bien des questions. Le comporter des thèmes et des questions précises classées dans un ordre réfléchi et figé. Voilà, donc ça doit être faire des thèmes et des questions, comme on a parlé à chaque fois. Donc, dans le guide d'entretien, les deux éléments essentiels qu'il faut retenir, ça c'est les thèmes et, n'est-ce pas, les questions. Étudier sur le réchauffement climatique, il est intéressant de choisir l'entretien directif pour établir une analyse statistique. Voilà un peu ça. Donc, dans le cadre du réchauffement climatique, il est bon, n'est-ce pas, de donner un entretien directif pour établir des analyses statistiques. Diapo. Voilà, on va vous donner, n'est-ce pas, un exemple de guide d'entretien qui va vous permettre, n'est-ce pas, dans le futur, de pouvoir rédiger vous-même, n'est-ce pas, un tableau de guide d'entretien. Nous avons toujours les thèmes et les questions sur le réchauffement climatique. Voilà les thèmes. J'ai choisi deux thèmes. Il y en a plus, mais j'ai choisi deux thèmes pour que les diapos soient un peu... C'est pas la peine de lire tout. C'est pas la peine. Voilà, vous avez l'évolution du climat et vous avez les questions. Vous avez aussi il y a un thème sur votre expérience. Les questions aussi sont là. Donc, vous voyez chaque évolution du climat. Sur l'évolution du climat, nous avons trois questions. En ce moment, ça devient une grille d'entretien. Il faut que c'est un tableau, voilà, une grille d'entretien. Si c'est des questions qui suivent, c'est un guide d'entretien. Le problème, vous n'avez pas fait dans l'autre salle là-bas. Et vous savez que nous, on finit chaque fois à 15h. Non, puisqu'il était prévu que le cours s'arrête à 14h. Vous savez qu'on dépasse toujours l'heure. Vous savez que on dépasse toujours l'heure. Mon aîné, c'est un étoile. Oui. Ma référence de tous les temps. Oui. Et c'est vous qui m'avez appris comment on fait la planification. Oui. Je vous rappelle aujourd'hui, et au principe, vous-même m'avez enseigné. Il est 14h. Oui. Oui. Effectivement, d'observer votre propre principe. Oui. Effectivement, on va arrêter. Mais vous savez que chaque fois qu'on dépasse 14 heures, c'est ici, l'objectif pour nous n'est même pas le temps qu'on fait le cours. Mais quand on est à certaines parties, on va laisser tout ce qu'on va sortir. Mais prochainement, vous pouvez le dire 15 heures. Parce que nous, là, ça, ce qu'on fait là, n'est pas noté. C'est pas payé. On fait ça seulement. Parce qu'on arrive à chaque samedi. Nous, on a jamais à 14 heures. Parce qu'il n'y a pas un autre professeur qui vient après. Et on fait ça gratuitement pour les étudiants. On accepte la fête, tout ça là. Et on fait une partie gratuitement pour les gens. Tellement que c'est trop intéressant. Oui, il n'y a pas de problème, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Donc, non, on va aller au cours prochain. Mais maintenant, le cours prochain, quand vous allez essayer de vous trouver dans l'autre salle, nous, on passe une heure gratuite. On fait chaque jour une heure gratuite. Voilà, donc, tu as fait un excellent exposé. Je suis très content. Et ça, là, vraiment, c'est dommage qu'on a comme ça. Je dois expliquer certaines parties. Surtout, il y a certains points. C'est que d'abord, voilà, en fait, c'est de la mauvaise programmation. Sinon, normalement, ici, là, il n'y a plus de professeurs qui viennent. L'autre là est libre. Il n'y a personne là-bas. Bon, oui, voilà, il n'y a personne là-bas. On aurait pu passer ici. Pourquoi? Parce qu'ici, là, il y a des problèmes. Mais ça, je vais vous dire. Faites exprès. Rencontrez un professeur comme ça. Je dis un professeur des rangs A. Hein? Vous rencontrez comment il est dans les hôpitaux. Vous lui dites la différence, par exemple. Moi, je veux savoir la différence entre grille d'entretien et guide d'entretien. Vous allez rencontrer 1 sur 100. Donc, vous voyez la différence. Première chose. Deuxième chose, vous allez lui dire l'entretien est directif, n'est-ce pas? Et l'entretien directif est utilisé
dans les études quanti ou bien dans les études quali. Vous allez trouver 1 sur 100 qui vont vous donner cette réponse. 1 sur 100. Je vous parle avec des... Quand je suis dans les Soudan tous les jours, l'école de médecine à la Flash, à la F5, je suis dans les Soudan tous les jours. Et aussi, vous allez poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre une entrevue et un entretien? Vraiment qu'il y a des problèmes. Et dans quel cas on doit utiliser l'un ou l'autre? Oui, donc c'est les spécificités que je voulais prendre après exposer pour vous montrer ça. Parce que c'est là la différence entre vous et les autres. C'est que les éléments, chaque fois qu'il faut faire la différence entre vous et les autres, là, c'est ce que je voulais mettre l'accent sur ça aujourd'hui avant d'aller à la maison. Quoi. Sinon, on peut aller dans l'autre salle, si l'autre salle est libre. Voilà, si c'est libre, on le voit. Parce qu'il est important qu'à chaud, je vous donne ces choses-là. Moi, je suis payé jusqu'à 14h. Après, quand tout ce que j'ai fait, c'est gratuit. Mais c'est pas ça qui m'importe. Mais je veux que vous soyez particulier. Voilà. On va voir là si ils sont. Non, on va là-bas. C'est pas le cas pour nous. Ah, là, tu parles là. Parce que votre machine là. Parce qu'après, on va manger Vous voulez continuer? Nous, on a envie de cette salle formée. Voilà. Ils vont continuer ici. Non, non, lui là. Voilà, c'est compris. C'est mieux, parce que je veux dire, oui, ça va. Mon ordinateur aussi est là-bas. Très bon. Hein? Oui, ça va? Vous allez terminer votre cours ici. C'est bien. Ça m'arrange pas où. Vous connectez. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui il faut expliquer ça. Donc, en fait, moi, je vais continuer ici. Parce que ce que je suis en train de faire est trop celui. C'est que c'est extra finance, extra argent, extra tout autour. Mais si on va aller à la maison comme ça, tant que je n'ai pas bien expliqué cette partie, je risque de perdre un peu le fil. Ceux qui sont dans la salle, qui ont la chance d'être là, il faut que je leur donne cette particularité. Parce que c'est là la particularité entre eux et les autres secteurs du pays. Professeur, nous aussi, on est là. Hein. Voilà, vous allez profiter de ça. C'est pourquoi je vais expliquer pour tout le monde. D'accord, ok, merci. Voilà, suivez bien. C'est qui parle comme ça? Docteur Fomba. Docteur Fomba, d'accord. Oui. Voilà, il faut être à l'écoute. Merci. On va rester en ligne. Voilà, c'est important. Je vais vous donner la particularité. D'accord, merci. Ok. Oh, à vous. Ah, d'accord. La particularité. Ah, c'est un deux fois le coup. C'est bon. Ok, d'accord.
Oui, ils ont compris maintenant que la n'est plus là. C'est en train de partir. Abou Bayo. Bayo, oui, c'est Bayo Oumar. Bayo, ça va? Voilà, donc nous on va continuer avec les outils de collecte de données. Ouais, les outils de collecte de données, méthode de la recherche. Voilà, on a fini depuis 14 heures. Mais on a sur un point là, il faut qu'on vraiment je mette l'accent sur ça pour le M1. Voilà, donc je suis avec M1 comme ça. Donc il y a ton parent là, Bao là, voilà, qui est vraiment intéressant. Je l'ai dit depuis l'autre jour, il faut qu'il fasse tout pour être comme son frère Bao, qui est très fort à AMD. Et il a dit qu'il vient de démontrer que vraiment, jusqu'à présent, il y a 2 Bao qui sont forts. Mais il y a un troisième qui n'a pas parlé d'abord, je ne t'ai rien dit. Pour le moment, il y a 2 Bao qui sont forts sur 3. Ah, mais il y a un autre là, il a vu, hein. Ah, il y a 2 qui sont forts sur 3. Le troisième là, pour le moment, il a vu. D'accord, bon, tu peux continuer. Oui, bon, jusqu'à présent, c'est pas. Voilà. Donc, si tu veux, tu peux suivre. Je sais pas. J'ai quitté. Togo. Si ça vous intéresse, quoi. Voilà. Docteur Damele? Oui, je suis là. D'accord, vous pouvez continuer. Hein? Ou bien ça ne peut pas aller avec vous. Hein? Il n'y a pas de déplacement. Voilà, voilà, c'est ça. Et ici, c'est pas. Ok, ça passe pas. Donc, il suit avec toi, il n'y a pas de problème. On peut expliquer. Il ne suit pas, il ne suit pas là. Les autres ne suivent pas. MN ne suit pas. Docteur Damele? Oui. Voilà, donc est-ce que les autres suivent? Oui, oui, les autres sont là. Oui, on est là, on est là. Ok, d'accord. Il y a 25 personnes en ligne. Le diapo n'apparaît pas. Oui. Nous sommes là, nous sommes là. Mais il voit dans l'écran, non? Il voit, oui. Donc c'est Nous voyons l'écran, hein? Voilà. On voit. Ok. D'accord, il reste 3 diapos. 4 diapos comme ça. Oh. Non, pas de parce que Il y a un téléphone. c'est pour moi. C'est pour ça qu'il a mis ça. J'ai pas vu ça. Il fallait me donner. Si elle dirait avec vous, ça c'était fini. C'était fini. Oh, elle est là, on ne pas la mettre. C'est souvent que Il y a aussi quand même, c'était pour ça. Tout récemment, le téléphone de Dieu n'était pas. Si ça se fait. Oh, c'est un peu comme ça. Là, on va lui chercher. On va lui chercher. Voilà, un mot. Donc, tu arrêtes mon secrétaire pendant ce temps. Tu as dit quand il est sorti, quoi. C'est une personne qui a fait qu'il est sorti. Et quand madame va appeler, tu vas dire quoi? Quand madame va aller appeler, tu vas dire quoi? Je ne vais pas prendre. Tu vas prendre. Pourquoi tu vas savoir que c'est... Désolé. Ou tu vas dire qu'il a oublié son téléphone ici, il est avec moi, il a oublié son téléphone. Ah. Professeur, madame appelle, elle va dire bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du professeur Diallo. Je ne peux pas faire tout. C'est la messagerie vocale. Il y a juste une femme là-dedans, tu veux problème. Quelqu'un se voit. Ah, il est pas. D'accord. Damele, viens. Damele. Oui, je suis là. D'accord. On peut continuer? Oui. Oui, on peut continuer. Les autres sont là. Il y a 25 en ligne. D'accord. Donc, c'est moi qui ai la main ou bien c'est... J'ai toujours la main, Ah, d'accord. Donc, il faut continuer. Il faut aller... Diapo. Il faut continuer sur... on avait la grille, voilà. Oui. D'accord. Voilà, explique maintenant. Tu peux dire, ok, d'accord. Voilà
Nous avons on était à ce niveau. Voilà le... Oui. Donc la diapositive suivante, c'est ça. Le tableau. Oui, donc suivant, oui. Le tableau. Suivant encore. C'est le tableau. D'accord, on peut... C'est tableau-là. Oui, c'est pas ça. C'est pas... Exemple, c'est pas le tableau. C'est le micro. Non, on était à ce niveau. Ok, d'accord. C'est quoi? Ah, il y a quelque chose à me laisser dire. C'est sur l'écran. Quel est l'écran? C'est l'écran là-bas ou c'est l'écran qui est? C'est pas ça. C'est ici. C'est votre projecteur. Je pense que c'est une tâche. Attends, je vais te passer la main. Il y a une tache noire là. Je vais te passer la main. Ok, d'accord. C'est pas chez lui il a développé quelque chose. Sinon, ce matin, il n'y avait pas de tâche. Je savais chez lui. Il y a quelque chose qui nous manque. Il dit qu'il va le passer. Tu as la main, non? Voilà. Est-ce que j'ai la main? On va voir là. Si, tu as la main. Ok, d'accord. Mais ce n'est pas lui qui fait le partage. Ah. Qui est-ce qui partage? C'est lui qui avait parlé. C'est lui qui fait. Vous avez la main, hein? Oui. J'ai fermé aussi mon partage. Vous avez donné la main à qui? À Toumani. Il n'y a pas la main. Et pourtant, tu as la main. Hein? Ok, regardons là. Toumani Diakité est l'autre. Il faut regarder. Toumani Diakité est l'autre. Bien, attention. Ça c'est. Toumani est ici. Garde la main, on continue. Garde la main, maman. Il fallait garder. Il faut garder la main et puis il faut continuer. Il a déjà donné la main. J'ai donné la main à Toumani Diakité. Il a donné la main. Hein. Voilà, c'est Bagayoko maintenant l'animateur. Oui. Il ne peut pas reprendre. Non, c'est bien. C'est pas ce Bagayoko, c'est le Bagayoko qui est en Nansongo là. Tu as donné la main à ce dernier, quoi. En quoi? En Nansongo. Tu as envoyé la main à Ansongo. Pour envoyer un avion chercher. Ok, il nous attend. Vous voulez que la main aille juste à Ansongo, il faut la main avant. Tu peux récupérer. Il a déjà lancé. Il a qu'à reprendre. Docteur Bagayoko en ligne. Ah, est-ce que lui là, je vais essayer de l'appeler voir. Non, essayez de récupérer la main, je vais voir. Est-ce que vous pouvez récupérer la main? Non.